à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, c'est l'unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 minutes. Nous vous aidons à comprendre l'actualité et les sujets au menu du jour. Merci de nous écouter à Bofa sur la 89.5. Merci de nous regarder partout dans le monde sur Kavi TV, sur l'ensemble des bouquets Canal+, et Star Times. Canal+, nous sommes sur le numéro 410 et Star Times sur le numéro 113. Merci d'être des nôtres sur les réseaux sociaux. Au menu de ce matin, le 21 septembre prochain, la Guinée s'apprête à vivre un moment très important de son histoire puisque le peuple est appelé à se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Après une lecture comparative du projet de nouvelle constitution et de l'avant-projet de nouvelle constitution, nous poursuivons avec les avantages de la nouvelle loi fondamentale si elle est adoptée. Une rubrique proposée par notre partenaire ANAIM, Agence nationale d'aménagement et d'infrastructures minières. Dans ce numéro, focus sur l'article 22 du projet qui traite de la question du droit à la santé. C'est tout à l'heure. L'équipe gouvernementale avec sa nouvelle structuration est désormais connue à travers un décret publié ce mardi soir. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a nommé 5 nouveaux ministres rejoignant les 29 autres déjà en poste. Le gouvernement dirigé par Amadou Ouriba comprend désormais 34 membres, si la plupart des ministres ont été confirmés avec quelques réaménagements. Qui sont ces nouvelles figures qui intègrent le gouvernement? La réponse, c'est dans cette émission Le Scanner. Manifestation spontanée à Wanindara ce mardi 29 juillet. Plusieurs citoyens ont vécu des scènes incroyables. Ils ont été attaqués par des individus armés de machettes et de couteaux en pleine journée. Plusieurs ont été dépouillés et des engins roulants endommagés. Vous suivrez tout à l'heure le témoignage poignant d'une victime qui a échappé de justesse à l'agression. En Côte d'Ivoire, le président Alassane Dramane Ouattara annonce sa candidature pour un 4e mandat consécutif à l'élection présidentielle prévue en octobre. Une déclaration faite lors d'une adresse à la nation ce mardi. Que faut-il retenir de son discours? Comment cette annonce est-elle perçue par les Ivoiriens? Nous serons en ligne depuis Abidjan avec Ibrahim Youssouf Diarra. Il est observateur de la scène politique ivoirienne. Et puis vers une reconnaissance internationale de l'État palestinien ou de l'État de Palestine. Après la France, c'est au tour du Royaume-Uni d'annoncer son intention de reconnaître officiellement l'État palestinien dès le mois de septembre. Le Premier ministre britannique Keir Starmer conditionne cependant cette reconnaissance à une série d'engagements de la part d'Israël, notamment l'instauration d'un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Merci de nous pratiquer si vous êtes avec notre application mobile disponible sur Play Store et App Store. Kavi Média, tapez sur Play Store ou sur App Store. Vous aurez en tout cas cette application gratuitement ou sur notre site d'information siaminfo.com à la baie. Notre partenaire Beta FM relaie en direct cette émission autour de moi. Avec moi, les débatteurs de chaque matin. Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. On commence par ce premier sujet. Le 21 septembre, les citoyens guinéens seront appelés aux urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Je l'ai rappelé tantôt, après avoir analysé les différences entre le projet et l'avant-projet de nouvelle constitution, nous poursuivons avec les avantages de cette future loi fondamentale. Dans ce numéro, focus sur l'article 22 qui garantit le droit à la santé pour tous les Guinéens. C'est une rubrique proposée par notre partenaire ANAIM. Cette rubrique vous est offerte par ANAIM Guinée. Article 22 avec vous, Yaye Diallo. Justement, l'article 22 affirme clairement que l'État garantit le droit de la santé pour tous les citoyens.
l'accès... Le droit à la santé alors. Justement, à la santé. Bien. Parce que j'ai dit... Ça arrive, c'est un lapsus. Alors, voyez-vous, je ne voyais pas venir. Alors. Ouais, après... Alors, l'État garantit le droit à la santé pour tous les citoyens. L'accès à la santé est une priorité nationale. Alors, tous les Guinéens ont droit à une couverture santé universelle. C'est une nouveauté, il faut le rappeler, en attendant de voir effectivement ce qui va se passer selon les modalités fixées par la loi. L'État s'engage dans la prévention et et la surveillance. La surveillance et la lutte contre les épidémies. Une allocation budgétaire adéquate doit être réservée au secteur de la santé conformément à la loi. Premièrement, nous avons la reconnaissance du droit à la santé comme un droit fondamental, donc constitutionnel, qui renforce sa protection juridique et oblige l'État à y répondre. Priorité nationale donnée à la santé. L'affirmation du caractère prioritaire de l'accès à la santé oriente les politiques publiques vers un engagement durable dans ces secteurs. Toujours avec l'article 22, et nous sommes dans les avantages proposés par notre partenaire, il faut le rappeler, l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières. Accès universel garanti par la loi. L'engagement vers une couverture santé universelle assure une prise en charge médicale pour tous, réduisant ainsi les inégalités sociales et économiques. Toujours avec l'article, la prévention et la lutte contre les épidémies. L'article fait état de l'anticipation des crises sanitaires comme Ebola qu'on en a connu, Covid-19, et inscrit une politique proactive de santé publique, prévention, vigilance et réaction rapide. Ensuite, l'engagement financier inscrit dans la loi. L'obligation d'une allocation budgétaire adéquate du secteur de santé ou au secteur de santé permet de renforcer les infrastructures sanitaires, de mieux rémunérer le personnel de santé également, de moderniser le système de soins. Et pour terminer, il est important de signaler que l'article 22 constitue une avancée majeure en matière de droits sociaux en Guinée, en garantissant un accès équitable à la santé, en prévoyant des ressources spécifiques et en se dotant de moyens de prévention efficaces. L'État place la santé publique au cœur du pacte social et républicain, rappelle-t-il. C'est donc un fondement essentiel pour bâtir un État plus juste face aux défis sanitaires, ont-ils précisé, Abdallah. Ouais, donc c'était cette rubrique proposée par notre partenaire Anaïm. Cette rubrique vous a été offerte par Anaïm Guinée. Vous l'avez sans doute compris, article 22, avantages proposés par notre partenaire Anaïm Guinée. On poursuit cette émission et on parle de cet autre sujet. Je le rappelais tantôt à travers un décret lu ce mardi soir à la télévision nationale. Le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a procédé à la réorganisation de l'équipe gouvernementale. Désormais, le gouvernement compte 34 membres dirigés par le Premier ministre Amadou Ouriba. 7 ministres changent de portefeuille. 5 nouveaux visages font leur entrée tandis que les autres sont reconduits. Mais qui sont ces nouveaux ministres qui entrent dans le gouvernement dirigé par Amadou Ouriba? Quelles sont les figures confirmées et quels changements stratégiques pour ce nouveau gouvernement? Avec vous, Mohamed Leba. Il faut quand même dire qu'il y a eu reconduction pour la majorité des ministres, vous l'avez rappelé, 24 disons sur 34. Désormais, il faut quand même dire que cela paraît comme étant signe d'une continuité politique sous la transition. 29 alors sur 34. Bon, 29. À l'époque, justement. Effectivement, je parle l'ancienne ossature. C'était 29. Par rapport aux personnes qui ont été reconduites, c'est de ça que je parle. Allez-y, je comprends. Voilà, il n'y a presque pas eu grand changement, notamment parce que seulement peut-être permutation, notamment le ministre des Infrastructures, et qui s'en va de l'autre côté au niveau du ministère
disons, du tourisme. Donc il faut commencer par, on dit les dames d'abord. Hein. Il y a de nouvelles figures et notamment des anciens noms qui quand même, disons, reviennent parce que cette dame, c'est la fille quand même de quelqu'un qui a aussi occupé notamment des fonctions de ministre dans ce pays-là. Je parle bien de Mariam Siré Sylla, ministre, désormais ministre de l'Agriculture de notre pays. Et vous allez comprendre que ce remaniement quand même, survient après, disons, la scission notamment de plusieurs départements ministériels dans notre pays, parce qu'avant c'était ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Donc aujourd'hui, il faut dire que c'est cette dame-là, elle est la fille de Aboubacar Sylla, l'ancien ministre sous Alpha Condé, qui a occupé les fonctions de ministre des Transports. Alors, parcours, il faut dire que c'est cette nouvelle venue dans l'équipe gouvernementale. Elle n'occupait pas, disons, quand même une fonction au sein de l'équipe gouvernementale, disons, de gouvernement sortant, même s'il n'y a presque pas eu assez de changements. Elle était quand même au niveau de la Banque mondiale, notamment. En tant que représentante résidente. Résidente en Namibie. En Namibie, il faut le dire. Donc aujourd'hui, elle va être dans ce secteur notamment qui paraît quand même très stratégique pour notre pays. Il faut le dire que sa nomination reflète une volonté de renouveler notamment le secteur agricole, bien que son expérience antérieure ne soit pas détaillée, disons quand même beaucoup, parce que beaucoup ne la connaissent pas. Et c'est, disons, voilà une surprenante nouvelle, c'est-à-dire par rapport à sa nomination. Mais il faut dire, pour rappel ou peut-être pour ajouter à ce que vous venez de dire, il faut retenir quand même qu'elle est titulaire d'une maîtrise en économie et business de l'université de la Sorbonne et d'un master en politique publique de la prestigieuse université d'Oxford. C'était quand même une information à ajouter. Ah ouais, ça c'est des formations. Et là, nous on parle professionnel. Après, je vais t'ouvrir pourquoi je t'ai dit ça. Parce qu'après tout ce qu'on voit, ce sont des formations en économie, en politique publique. Donc ça veut dire que bon, finalement, elle atterrit au ministère de l'Agriculture. Mais enfin, on ne peut pas. Bon, ça peut paraître stratégique et c'est des départements purement, disons, politiques. Donc, il faut aller au numéro 2, c'est-à-dire de ces nouvelles figures. On parle de Namori Camara, désormais ministre de l'Énergie, ancien directeur général de la SOSIAC, disons, société de gestion et d'exploitation de l'aéroport de Conakry. Et qui avait changé aussi de dénomination pour devenir SOGIAC. Il y avait eu quand même, disons, quelques petits changements, juste parce qu'il y avait eu changement de nom de l'aéroport. C'est devenu aussi une société anonyme. C'est devenu une société anonyme. De SOGIAC à SOSIAG, donc des aéroports de Guinée. Au lieu de l'aéroport de Conakry. Pas que pour l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry, il y a d'autres maintenant qui sont associés à cela. Son profil d'ingénieur et sa connaissance des infrastructures, disons, publiques ont motivé notamment cette promotion. De l'autre côté, au numéro 3, vous avez Laye Sékou Camara, ministre des Infrastructures et des Travaux Publics, qui, disons, remplace Mahamadou Abdoulaye Diallo, je crois, il est Diallo. C'est ça, c'est Diallo. Il est Diallo, qui a occupé quand même ses fonctions, enfin qui avait aussi remplacé Gando, et Gando qui avait remplacé également... Un ministère où ça bouge trop de ce côté. Ça bouge trop. À chaque fois qu'il y a remaniement, il faut quand même dire que la tête, ça saute de ce côté-là. Parce qu'il y a trop de goudron Bonnefontaine. Tu connais le goudron Fontaine? Oui, c'est ça. Là, dès qu'il y a l'eau, ça balaie tout. Allez, nous avons connu Yaya So, après il y a Gando, Gando, après Gando Bari, et puis voilà Mahamadou Abdoulaye qui laisse aussi place, disons, à Namori Camara, Laye Sékou Camara, désormais ministre des Infrastructures et des Travaux Publics. Il faut dire quand même que c'est un ministère très stratégique, surtout très important, notamment dans le développement du pays, parce qu'on ne peut pas parler du développement
développement d'un pays s'il n'y a pas de route aujourd'hui. C'est un ministère. Mais ça ne bouge pas là-bas. Oui. Mais c'est pourquoi il y a eu changement. Est-ce que vous connaissez qui? Est-ce que vous vous rappelez de Laye Sékou Camara? Laye Sékou Camara. Je ne sais pas si tu l'as oublié. Pas du tout. Pas du tout. Oui, il était où? Mais là, je vais te coincer un peu. Merci. Parce que là, il a oublié. Il était où? Il a oublié. Non, Si on doit retracer le parcours de Laye Sékou, Laye Sékou était l'ex-DG de l'EDG. Quand on était en pleine crise, c'était lui qui était à l'EDG. Justement. Le président l'a remorqué, on l'a amené d'abord à la présidence en tant que conseiller. Maintenant, on le ramène aux infrastructures. Je ne comprends pas. Bon, le choix du président, c'est un choix qui lui appartient, discrétionnel, mais j'aurais quand même voulu un Laye Sékou à l'énergie. Poser des questions légitimes. Il est ingénieur électro-énergéticien de formation. Voilà, là, il succède à Mohamed Abdoulaye Diallo, voilà, qui est aujourd'hui quand même déplacé du côté du ministère du Tourisme et de l'hôtellerie, parce qu'il y a de ce côté, il y a eu la scission, c'est-à-dire les deux départements ont été scindés. Finalement, l'autre département de la culture qui revient à Moussa Moïse Silla. Enfin, c'est lui qui occupait le tout. Et jusque-là, après la scission, il était quand même intérimaire pour ce ministère du Tourisme. Alors, Laye Sékou, et désormais, c'est lui qui tient quand même les rênes du ministère. J'ai pensé que c'était une erreur, hein. Honnêtement, sans te mentir, une erreur de lecture. Non. C'est après quand j'ai vu le document, parce qu'il y a deux ministères que je ne comprends pas. Regardez, on prend le profil de Namori. Je ne suis pas en train de décider à la place du président, loin de moi, toute cette intention. Mais imaginez un Laye Sékou qui est ingénieur électro-énergéticien, qui est venu à EDG. Bon, on sait ce qui s'est passé, il a eu beaucoup de blocus, parce qu'il ne voulait pas mettre trop d'argent dedans. Bon, ceux qui connaissent l'histoire connaissent l'histoire. Donc il a été bloqué. C'est un échec. Donc il a été bloqué partout parce que ce pays, on connaît comment ça fonctionne si vous ne lâchez pas prise. Donc il a quitté. En lieu place peut-être de l'amener à l'énergie, j'ai vu un Namori à l'énergie. Un Namori Camara, c'est celui quand même qui a développé ce projet de reconstruction, de modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré de Conakry et lancé peut-être la construction de d'autres aérodromes dans le pays à travers le ministère des Transports et autres. Mais Namori et Laye Sékou, ce sont des profils quand même que je ne comprends jusque-là pas. Il y a un troisième profil, il va y arriver, c'est Fassou Théa. Fassou Théa qui était conseiller au niveau de la primature conseiller en environnement. Des questions environnementales. Des questions environnementales. À la primature. À des questions d'environnement. Je sais de quoi je parle. Qui, peut-être il va y arriver tout à l'heure, aussi qui débarque dans un département. Après, je suis en train de voir quand même, je ne suis pas le président. Il était aussi le conseiller stratégique, hein? Donc il a suggéré beaucoup de connaissances, notamment des dossiers interministériels, et très utile quand même pour coordonner le développement maritime. En tout cas, Namori Camara au niveau des infrastructures et Laye Sékou Camara au niveau de l'énergie, ce n'était pas aussi mal. Hein, le président a décidé, mais c'était encore plus bien. On allait voir Namori en tant que ministre aussi. Je dis, Laye Sékou en tant que ministre. On l'a vu en tant que DG. On voulait le voir aussi en tant que ministre de l'énergie. Et maintenant, c'est chose faite. Parce que là. Non, il n'est pas ministre de l'énergie. Il est ministre des infrastructures. Il est ministre des infrastructures. Mais vous vouliez qu'il soit ministre de l'énergie. Vous auriez souhaité qu'il soit ministre de l'énergie, sauf que. Parce qu'il disait être bloqué, peut-être là, puisque c'est lui qui va décider. Est-ce que là, ça veut dire que si ça ne bouge pas du côté du ministère des infrastructures, il dira que ce n'est pas. Non, là, il n'aura pas de mots. Son domaine de prédilection. Il pourra dire que ce n'est pas son domaine. Blocus, bien, ça aussi son également. domaine de prédilection. Tout est possible. Hein? La même chose pour la dame Mariama Siré-Silla, peut-être qui dirait aussi, bon, en fait, je suis économiste de formation, tout mon parcours, voilà. Et puis même là où on l'a enlevé, on parle de Banque mondiale. La Banque mondiale, c'est loin quand même du. Là aussi, on comprend. Hein, stratégiquement, elle doit mobiliser des fonds. C'est quelqu'un qui maîtrise quand même les rouages des institutions. De Bretton Woods. Donc ça veut dire que c'est pas fortuit. On en a connu aussi un qui venait de la Banque mondiale, c'est Nanya Lembari aussi. Mahmoud Nayal. En tout cas, ceux qui sont venus, ces ministres qui sont venus au niveau de l'agriculture sont des ministres qui maîtrisent mieux quand même ces rouages au niveau des institutions de Bretton Woods. Donc là, on comprend, c'est purement stratégique. Il y a encore assez de problèmes. Il y a encore assez de problèmes qui restent à être réglés parce qu'on voit réellement pourquoi même l'intention, c'est-à-dire de scinder ce département qui était quand même
même, disons, rattaché au département de l'élevage. Donc, presque, ça ne bougeait pas. Il y avait quand même beaucoup de promotions, disons, de promotions, bien entendu. L'élevage que Oye avait refusé à un certain moment. Oui, enfin, vous rêvez. C'est pas une poste JT pour lui. Vous rêvez, il est mort. Lui, il avait clairement dit qu'il ne voulait pas. Il avait clairement dit qu'il ne voulait pas. Et finalement, c'est resté comme ça. Être prêt aussi à l'exercer. À l'exercer. Il avait rejeté lui aussi sous Alpha. Donc c'est un ministère où les gens ils minimisent, mais moi je pense que ça peut être quand même une bréviaire. Quand on s'y connaît, on sait une vache à lait. Justement. Oui, une vache à lait, carrément. En fait, c'est si le véritable politique. problème. Merci. Aujourd'hui, il y a des ministères, par exemple, qui ne génèrent pas assez. C'est-à-dire, mais quand vous prenez, par exemple, le ministère de l'Agriculture. C'est ce qu'on a pensé quand Moïse venait au ministère de la Culture. Tout le monde, même nous, on l'a dit dans ce studio, c'était un ministère sans portefeuille. C'était le parent pauvre même du gouvernement. Mais aujourd'hui, sans fausse modestie, Moïse fait quand même des prouesses, sans fausse modestie. Abdallah, ne confondez pas de résultats obtenus et une pléiade de rencontres avec les artistes. Attention, c'est discutable. Ne confondez pas. C'est discutable. Il est très proche des artistes, on est d'accord. Non, pas très proche des artistes. Ce n'est pas là la question. Oui, il y a le BGDA, il y a la relance des ballets, des ensembles instrumentaux au niveau des régions. Ce sont des réformes. Mais on attend d'abord de voir. Puisque Moïse est maintenu au niveau de la culture, attendons de voir d'abord. Oui, parce que là, il n'a que la culture. Merci. Donc on va le voir encore. Merci. Tu attends Moïse. Attendons. Donc, il faut parler de Fassou Théa au numéro 4. Fassou Théa qui est désormais le ministre de la Pêche et de l'économie maritime. Fassou Théa, donc dans un petit parcours précédemment, il était conseiller, vous l'avez rappelé, à la primature. Pas un petit parcours. J'ai dit parcours, hein. Là, il a vu. Il a vu. Maintenant. Il a vu venir. Merci. C'est un parcours, hein. Ouais. Il faut dire, enfin, c'est un condensé de parcours. Allez. Parce que précédemment, il était, disons, conseiller à la primature, donc il intègre le gouvernement pour la première fois, hein, quand même, disons, le grand gouvernement, parce que quand même, il était conseiller, disons, à la primature. Il faut dire quand même que son rôle de conseiller stratégique suggère une connaissance des dossiers interministériels, utile notamment pour coordonner ce développement, notamment le développement maritime. Parce que quand on parle du ministère de la Pêche, de l'autre côté, il faut quand même coller ce développement, notamment maritime, parce qu'aujourd'hui, c'est très attendu. Et il remplace Fatima qui venait du CNT. Qui a été ramené vers le commerce. Commerce. Fatima qui désormais occupe le ministère du commerce. Donc, le commerce, c'est le ministère des femmes. Pêche, au ministère du commerce. Pas exclusivement. Hein. Peut-être que sous CNRD. Mais c'est ce que je dis. Moi, je parle de là. Je n'ai pas entendu CNRD. On l'a féminisé. On l'a féminisé. Sinon, sous Alpha Condé, Ouais. Alpha Condé, c'était presque pratiquement occupé par des hommes. Oui, il y a l'Opou qui a quitté, Diaka est venu, Diaka quitte, il y a Fatima qui est venue. Voilà, Diaka n'est pas, presque, elle est à côté. Oui, Fatima a quitté. La seule exception, peut-être l'ancien Premier ministre Bernard Gomou, parce qu'il a commencé par là-bas. Oui, il a commencé par là-bas et après tout, lui, il est devenu Premier ministre. Et après, voilà, il a quitté le ministre masculin, c'était Gomou. Gomou, c'est le seul. Je crois que c'est aussi, il fut le premier à occuper. Oui, le premier. Sous le CNRD. Le premier. En attendant les élections, peut-être ça va changer, mais pour le moment, il est le seul. Voilà, on dit qu'on réserve le meilleur pour la fin. Le cinquième ministre, là, vous allez deviner, vous allez comprendre, c'est une nouvelle figure, mais enfin, une nouvelle figure dans le gouvernement, mais pas un nouveau visage. Pas un nouveau visage pour nous, pour le peuple de Guinée. Il est connu notamment pour ses sorties que nous connaissons souvent sans gants, parce qu'il s'agit de Mamadou Selou Baldé, connu surtout sous le nom Selou Baldé. Selou Baldé. Comme pour dire qu'en politique, de la jeunesse. En politique, il n'y a pas de religion. Ah ouais, mais la politique n'est pas une religion. Parcours, faut-il le rappeler. Il n'y a pas de religion. Parcours, faut-il le rappeler. Oui. Figure politique, disons, très notable, il faut le dire, à cet ancien député, parce que ça c'est dépend, comme ça on dit. Hein. Non, très notable. Attention. Très notable, je sais dans quel sens. Il a été député. La notabilité a été ajoutée très au mot notable, député. je sais pourquoi je le dis. Bien. Vous le savez également pourquoi je le dis. Enfin, s'il faut
parler de parcours, notamment peut-être qu'au sein de l'administration publique, il a occupé quand même des fonctions, disons, de député dans ce pays-là. Et il faut quand même C'était dire, un honorable député. Voilà. Une fonction politique, pas administrative. Sous quand même, oui, politique, pas administrative. Enfin, on parle de la grande administration. Et en fait, de toutes les façons, vous ne pouvez pas enlever l'Assemblée, disons quand même, l'éloigner beaucoup de l'exécutif, ou bien peut-être que... Donc, c'est un peu cela. Parce que de l'autre côté, ce qu'il a, le parcours peut-être qu'on pourrait rappeler, c'est ses fonctions au sein de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Parce qu'il vient quand même... C'est sous même la bannière de cette formation politique qu'il a été, disons, député à l'Assemblée nationale de Guinée. Selou Baldé est, disons, désormais un ancien cadre. Non, il était même un ancien cadre. Attention. Enfin, même avant ça. Parce qu'il a été, il a été débarqué par l'UFDG à un moment donné. On parle de suspension. Mais est-ce que lui, il avait accepté cela? Mais il n'a pas aussi pris la parole. Qui ne dit rien consent. Le silence, on ne peut pas juger. Qui ne dit mot consent. Le silence, on ne peut pas juger. Mais qui ne dit mot consent. C'est pas parce que vous n'avez rien dit à la barre que vous êtes coupable. Donc le silence aussi, c'est un droit. La nomination met fin à tout ça. La nomination fin à tout, mais fin à tout, vous allez interroger peut-être Gawal qui encore continue. Là également, il y a des questions. Un véritable problème. Vous ne pouvez pas dire que le silence met fin à tout. On attend de voir ses premières sorties en tant que ministre de la Jeunesse pour comprendre jusqu'où peut-être qu'il pourrait peut-être réclamer, notamment peut-être comme le fait Ousmane Gawal Diallo. Le ministère de la Jeunesse est réservé maintenant pour des personnes qui se rallient, quoi. Ah ben, vous pensez à Mokhtar Diallo? Non, je parle de Mokhtar Diallo, je parle de Bogola Rabat, je parle de Selou Baldé ce matin. C'est du déjà vu. En fait, le ministère de la Jeunesse, c'est du déjà vu. Mokhtar Baldé et Mokhtar Diallo, l'histoire nous enseigne. Bogola Rabat, l'histoire nous enseigne. Sauf que Selou Baldé, on attend de voir. Les cas sont différents. Hein? Les cas sont différents. Bogola a beaucoup plus mouillé le maillot. Qu'est-ce que tu appelles mouiller le maillot? Écrire des tribunes. Ah ben, c'est Selou jusqu'à là pour la vulgarisation. Il était pour la vulgarisation. Il n'avait pas... En fait, Selou pouvait paraître comme étant un accompagnateur, c'est-à-dire par rapport à cette campagne de vulgarisation, parce qu'il n'était pas jusque-là... Bogola, lui, il était au cœur alors. Bogola, lui, était au cœur. Mais Bogola, avant sa nomination, avant son entrée... Front pour la défense de la transition. Ah ben, il a fait beaucoup. FNDT qui est décédé. C'est pas pareil. Le timing ou la promotion. Le timing, le contexte, ses affichages, notamment ces derniers temps, après la réception au palais, disons, présidentiel. Il faut quand même dire qu'il paraissait beaucoup discret, pardon. Ce qui surprend beaucoup, c'est aujourd'hui, après ce remaniement, on n'a pas entendu le nom de quelqu'un. Le nom de quelqu'un. Il est resté avec un café. Le nom de quelqu'un que vous n'avez pas entendu, certainement, vous allez vous poser cette question. C'est Malado qui était avec lui. Mais pour l'heure, est-ce qu'il y a une promesse écrite entre Malado et le pouvoir en place? Mais j'ai vu c'est bien parti parce que c'est les deux quand même, selon les images qui circulaient. Et c'est les deux qui ont été débarqués. Il y a Joachim qui était dans beaucoup de vulgarisation, campagne de vulgarisation. C'est différent. Joachim Baba Milimono qui c'est différent. Selou Baldé est parti à la présidence avec Malado. Oui, je suis d'accord. Vous vous rappelez Je suis d'accord. Donc c'était attendu. Pas que Malado, il y avait même Dr Diao. Oui, mais Dr Diao, bon, enfin, on parle directement de l'UFDG. Des cadres directement de l'UFDG. On parle des cadres directement issus de l'UFDG. On est d'accord. Diao était, disons, avec la coalition ANAD. Mais par rapport à l'UFDG, Malado était parti avec Selou Baldé. Selou Baldé aujourd'hui, qui bénéficie notamment de cette confiance du président de la République. De l'autre côté, pour le moment, le sort de Malado n'est pas scellé parce que pour le moment, ce qu'on attendait beaucoup... Pourquoi ce débat? Pourquoi Malado doit avoir un poste ministériel ou un poste de... C'est tout le débat. Moi, je voudrais passer ceci pour dire que malheureusement, nous sommes dans un état où tout le monde pense être ministrable. C'est-à-dire que... C'est déplorable. Ils ont décidé, avec les conditions peut-être que seuls ceux qui ont pris part à cette rencontre présidentielle peuvent deviner, ils ont pris des engagements désormais de soutenir le CNRD et de s'engager. Ils s'y engagent. Pas gratuit. Non, la gratuité, on verra bien. La gratuité n'existe pas en politique. En politique, voilà. Vous le peut-être il peut être récompensé de mille et une façons.
peut-être il y a certains qui disent qu'ils ne veulent pas avoir peut-être un poste ministériel, mais être conseiller quelque part, ou directeur général, ou secrétaire général même de ces nouveaux ministères qui sont sait, si on ne va pas lui mettre à l'aéroport merci. pour bloquer les passeports. Merci. Ce qu'il faut rappeler, c'est que c'est quelqu'un déjà qui connaît qu'est-ce que c'est l'argent. C'est le trésorier, l'ancien trésorier de l'IFDZ, le trésorier national. Donc, lui peut-être... rien n'est joué. Voilà, lui peut-être, il ne veut pas s'afficher comme c'est le cas de Selou, qui a eu un poste beaucoup plus politique. Ou le nommé chef de cabinet du ministère de la Jeunesse. Justement. Accompagné Selou Balvé. On verra tout ça. Mais je sais qu'il s'agit de Malado, il va peut-être demander beaucoup plus. Soit dit en passant. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est un deal politique qui consiste à dire vous nous soutenez en contrepartie, vous aurez ça. Et vous savez que ce sont des gens qu'on a mis à l'épreuve. Comme partout dans le monde. C'est relatif, Abdallah. Non, comme partout. Non, mais absolument. On a vu Donald Trump. Oui, c'est ça. Avec Elon Musk. En politique, on s'est prête. Chacun donne ce qu'il a, et puis voilà, on fait un échange. Alors, encore que ça soit dans de très bonnes conditions et pour l'intérêt général, ce qui n'est pas interdit. Mais ce qu'il faut dire, Abdallah, c'est que en ce qui concerne ces alliances qui se sont nouées, puisque ce ne sont pas seuls, il y a d'autres aussi qui sont venus. Et justement, c'est vrai que ce sont des nouvelles figures qui ne sont pas politiquement connues sur l'espace, disons, public guinéen, mais beaucoup quand même devinaient que la plupart de ces ministères qui ont été nouvellement scindés, il y aura beaucoup plus de politiques que de techniciens. Et le premier constat, ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vu quand même, malheureusement, beaucoup plus de techniciens que les politiques. Peut-être c'est Selou Balde, à la limite aussi, Siré, qui n'est pas aussi à négliger, parce que beaucoup le connaissaient sur la sphère politique et publique quand même. Je suis d'accord. Elle était présente. Je suis d'accord. Voilà, mais dans l'ombre, mais elle était très connue. Voilà, puisqu'elle est promotionnaire de quelqu'un aussi, de haut placé, il faut le dire. Donc, ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, on a opté pour peut-être les techniciens, mais on peut se poser sur un certain nombre de profils. Le cas de Namori Kamara et le cas de l'Aïsekou. Ce sont des profils qu'il faut interroger. Il faut interroger, parce que c'est là où se trouve le débat. Comment se fait-il que quelqu'un qui a quand même la lourde responsabilité de gérer DG dans les conditions que nous savons tous, et finalement qui a décidé de quitter, est-ce qu'il a quitté, on l'a fait quitter, toujours est-il que c'est pendant qu'il a traversé une situation absolument exécrable que ce monsieur a décidé de quitter, de s'en aller, d'abandonner. Donc un échec. Normalement, la logique... Est-ce qu'il a quitté forcément? On l'a fait quitter. On l'a fait sauter. Bien. Il en fallait. Parce que ce monsieur-là, puisqu'il disait qu'il n'avait pas eu... qu'il était face à un blocus. Toutes les marges de manœuvre qu'il fallait, il fallait qu'on l'accorde au ministère de l'Énergie pour qu'il puisse avoir désormais être au trône et décider de ce qui doit être, disons, la politique énergétique de notre pays. Parce que c'est un enjeu quand même national. Nous sommes dans la saison pluvieuse. N'oublions pas que pendant la saison sèche, il y aura des coupures intempestives qui viendront après. Parce que tout simplement, le bateau qui est là aussi... La période d'étiage. D'étiage surtout. Le bateau qui est là ne pourra pas tout prendre en charge. L'enjeu aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que des lignes de transport soient beaucoup plus multipliées à travers les villes environnantes, mais aussi à travers la ville de Conakry pour que nous puissions bénéficier de ces barrages qui sont là aujourd'hui. Ce n'est pas le cas. Et celui de l'aéroport aussi. Namori. Pourquoi ne pas l'amener? En tout cas, on devait quand même verser. Non, mais lui, c'était quand même pour pouvoir faciliter la tâche et mieux évaluer les gens. Parce que je suis de ceux qui pensent que c'est vrai qu'on voit beaucoup plus les remaniements, mais je pense que c'est un ajout. On a juste ajouté quelques-uns, on a fait sauter certains, on a fait changer certains, parce qu'il y a Mahmoud, c'est lui qui a sauté, il est revenu de l'autre côté ici. Au niveau du tourisme. Les autres là ont été maintenus, excepté aussi de Fatima. Fatima aussi qui a quitté changé de branche. Qui a changé le ministère du Commerce. Qui a changé de branche. Donc ça veut dire tout simplement que ces remaniements, est-ce que c'est tout ce qu'on nous disait? Parce qu'on nous disait que le moment était venu pour qu'on puisse faire ce qu'on appelle une décantation. Et c'est le moment pour le général. Est-ce peut-être en attendant que le référendum... On peut comprendre que ce soit stratégique. Justement. Ne rien toucher jusqu'après le référendum. Après le référendum, on verra ce qui va se passer. Mais je pense que tous est-il que on a attendu longtemps, depuis près d'une année, vous vous rappelez? Parce que lors de cette immersion gouvernementale, on faisait comprendre qu'après l'immersion, beaucoup de têtes allaient sauter. Et jusque-là, on entend, on ne voit pas. On regarde le résultat. Ce n'est pas parce que des têtes doivent sauter, mais c'est parce que tout simplement, les uns et les autres n'ont pas été à la hauteur des attentes. Il y a beaucoup aujourd'hui de ministres, vous les évaluez, et la retraite de Kindia ne nous dira pas le contraire. C'est le Premier ministre lui-même qui a reconnu qu'il y avait certains ministres qui n'ont pas pu atteindre les 30% de leurs objectifs initiaux. Mais pourquoi on maintient de tels ministres?
Au nom de quelle cohésion gouvernementale? Parce que, pour moi, puisque désormais nous sommes lancés dans une opération de développement, la transition initialement conçue, on n'est plus à ce niveau-là. Maintenant, on touche à tous les aspects. Il faut qu'on ait des gens qui puissent justement produire des résultats. C'est ce qu'on veut. Que ce soit Céline, que ce soit Namour, que ce soit Laïsekou. Moi, je m'attendais beaucoup, par exemple, à un changement concernant beaucoup de ministères. Non, on va attendre. On va attendre. Ne t'avance pas trop. On va attendre. Parce qu'il y a des ministères, comme Yaya dit, il y a des ministères au sein desquels, c'est-à-dire, c'est le silence radio, où ça ne fonctionne pas, on ne communique pas, notamment les résultats. Par exemple, il n'y a pas de réforme. Ça bouge pas. Ça ne bouge pas. Il y a plein de ministères comme ça. À un moment donné ici, il faut prendre un exemple. Par exemple, le ministère de la Justice. Depuis un moment donné, c'est qu'on ne sait même plus, on ne sait même plus s'il existe ce ministère. Non, ça existe. Il faut pas être trop dur. Non, il ne s'agit pas de le magistrat Kairaba, il fait quand même des efforts. Quel effort? Il ne fait pas d'efforts. Il fait peut-être des efforts de l'ombre. Non, oui, c'est ça. Il va fouiller. Non, mais en tout cas, le retour des congés, c'est le bon moment de le rappeler. Après 2 semaines de repos, ça va démarrer le 4. Le 4 au 18, du 4 au 18. On va revenir, on va mettre le tas, on va commencer à trier. Peut-être que pour mieux éclairer la lanterne des gens. Évidemment, on est sur les dossiers, on va voir. Notamment au budget de fonctionnement de ces différents ministères-là. Peut-être que c'est la grande mèche que je vends aux téléspectateurs et aux auditeurs. Nous allons passer au peigne fin, notamment parce que quand on parle de budget, ce n'est pas personnel. Il s'agit quand même, notamment, de mener à bien quand même ces différents départements, notamment des réformes engagées et autres pour des résultats qui sont visibles. Et par rapport à beaucoup de ministères aujourd'hui, il faut quand même se dire, parce que là, on ne voit pas non seulement... on comprend, Mohamed. Je sais que tu es très très pressé, mais on va attendre à partir du 18 août. Le 18 août, c'est ça, la reprise, le 18 août. Parce qu'après cette semaine, tu vas aller te reposer pour 2 semaines. Allez, on continue avec cette liste, Mohamed. Il faut rappeler quand même qu'il y a 34 ministres et il y a des ministres qui ont quand même gardé tout leur portefeuille. On parle du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Yaya Kairaba Kaba, le ministre de la Défense nationale, Aboubakar Sidiki Kamara, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation chargé de la récupération des domaines spoliés de l'État. Attention. Le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Ibrahim Khalil Condé, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Bachir Diallo, le ministre des Affaires étrangères, Dr Maurice Anda Kouyaté, le ministre de l'Économie et des Finances, Mourana Souma, le ministère aussi qui devrait être scindé. Calme-toi. Mohamed, laisse Maurice Anda. Le ministère de Maurice Anda. Le ministère de Maurice Anda, c'est un ministère intouchable. Dans les conditions normales. Juste une anecdote. Dans les conditions normales. Ce que nous avons appris, que ce ministère a été scindé. Oui. Mais quand le Bélébélébal l'a entendu... J'ai très bien dit, justement, il est intouchable. Après, moi, j'ai pas voulu développer. Il a entendu, je crois qu'il avait débarqué au niveau du palais, mais les arguments qui ont été mis en avant étaient largement suffisants pour le président de retirer carrément les chiffres parce que finalement c'était quand même une plaidoirie qui était digne d'un Kouyaté. Ce que je ne comprends pas. Attends, on va passer à autre chose. Aujourd'hui, là, c'est trop gourmand. Ce que je ne comprends pas, peut-être que vous allez peut-être... tu as dit une seconde, donc rapidement. Ministère du Plan et de la Coopération. On y arrive. Ministère de l'Économie et des Finances, Mourana Souma. Ministère du Budget, Fassile Silla. Ministère du Plan et de la Coopération international, Ismaïl Nabé garde tout son portefeuille. Je dis quelque chose. Ministère du Plan et de la Coopération. Parce que si vous prenez le ministère aussi de Maurice Sanda, c'est bon. Parce que ça joue le même ministère rôle quand on parle de coopération. Non. Quelle est la différence entre diplomatie et coopération? Tu passes à côté. Ministère du Travail et de la Fonction publique, Faya François Bourono. Ministère des Mines et de la Géologie, Bouna Silla. Ministère de l'Industrie et des PME, Dr Diaka Sidibé. Ministère de l'Agriculture, on l'a rappelé, avec Mariam Siré Silla. Ministère du Commerce, Fatima Kamara. Ministère de l'Enseignement supérieur, Alpha Babkar Barry, qui garde son portefeuille. Ministère de l'Enseignement préuniversitaire, Jean-Paul Seydi, qui garde également son portefeuille. Ministère de l'Enseignement technique et de l'Emploi, Aminata Kaba, qui garde son portefeuille. Ministère de la Culture et de l'Artisanat, Moussa Moïse Silla, qui perd une partie. Ministère de la Santé, Dr Omar Djoué Ba, qui garde aussi son portefeuille. Ministère de l'Environnement, Diami Diallo également. Ministère des Infrastructures et des Travaux publics, Laïsekou Kamara, le nouvel entrant. Ministère de l'Énergie, Namori Kamara, nouvel entrant. Ministère de l'Hydraulique et des Hydrocarbures,
Aboubakar Kamara qui a cédé l'énergie, qui a préféré garder l'hydraulique et des hydrocarbures. Ministère de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire chargé des domaines spoliés de l'État. En tout cas, j'aime bien ce ministère. Mori Kondé qui aime trop cette ville, hein, Kankan, il faut le rappeler. Ministère de Mori Kondé. Ouais. Notre Mori Kondé. Mais sa deuxième ville aussi, c'est là-bas. Vous connaissez, sa femme vient de là-bas. Et à chaque fois qu'on désigne je ne commente rien. Il s'autoproclame le chef de file. Ministère des Transports, porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal Diallo, ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique, Rose pour la Prismo, ministère de la Pêche et de l'économie maritime Fasoutéa, ministère de l'Information et de la Communication Ntafana Souma, ministère de la Jeunesse Selou Baldé, ministère des Sports Kéamou Bogola Haba, ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables, Charlotte Dafé qui garde tout son portefeuille, il faut le rappeler, ministère du tourisme et de l'hôtellerie, Mahamoudou Abdoulaye Diallo qui quitte les infrastructures et débarque de ce côté, ministère de l'élevage, Félix Dama qui perd l'agriculture, ministre secrétaire général du gouvernement avec Tamba Benoît Kamano et notre ministre des Affaires religieuses, Karmo Diawara, et du pèlerinage également. Donc 34 ministres qui restent dans ce gouvernement, qui composent ce gouvernement. Mais tu vas te calmer, on va passer à autre chose. Ce matin, je suis calme, je suis très calme. Il faudrait que tu te calmes ce matin. Après le 18, on te laisse avec tout ce que tu veux. Il y a beaucoup de choses à dire. Bien, donc il faut documenter. Hein. On parle de cet autre sujet, très très important, une manifestation spontanée a dégénéré, plongeant les riverains dans la peur. C'était hier mardi, en pleine journée, des individus armés de machettes et de couteaux ont attaqué des passants, dépouillant plusieurs d'entre eux et saccageant certains véhicules. Que s'est-il réellement passé? Quel est le climat sécuritaire dans la zone, ou quel était le climat sécuritaire dans la zone? Le témoignage bouleversant d'une victime qui a échappé de peu à l'agression. On va essayer de la joindre avec la réalisation. On me signale qu'elle est déjà au bout du fil. Mariam Ba, qui est aussi journaliste hier, qui a vécu cette scène ou ces scènes incroyables. Elle va avec nous revenir sur le récit de cette journée très, on va dire, très très déplorable. Mariam Ba, bonjour. Oui, bonjour Abdallah, bonjour à tous les chroniqueurs de l'émission. Merci. Et toutes les personnes qui nous écoutent. Merci d'accepter de témoigner sur nos antennes ce matin. Hier, vous avez vécu une scène très incroyable, il faut le rappeler, entre la T5 et la T6. Justement, hier, j'ai assisté à une scène de terreur. Jusque-là, je suis dans le choc, sous le choc, pardon. Et franchement, c'était inimaginable. Pratiquement, je n'ai pas dormi de toute la nuit parce que dès que je ferme les yeux, je revois la scène en boucle. Et alors, c'est aux environs de 17h15 que je suis arrivée à la cité Anko 5. Je rentrais chez moi à Symphonia. Et de là-bas, j'ai vu des voitures qui faisaient marche arrière et tout, se retourner. Et j'ai demandé, on m'a dit que ça chauffait à la T5. Et donc, il fallait repousser chemin et tout. Donc, j'ai suivi le convoi. On a emprunté la nouvelle route qui se trouve dans le quartier. La route... la déviation. Au niveau des rails, la déviation, justement, qui se trouve au niveau des rails de la cité, là. La route Lambani-Cité. Donc, on a emprunté la route là pour, disons, échapper. Mais quelque chose qui a été tout à fait le contraire. Et donc, on a emprunté cette route qui avait, la circulation était un peu dense parce que les véhicules, les taxis, tout le monde a emprunté cette route. Nous avons continué. Nous sommes arrivés à un moment, à quelques mètres du carrefour. Il y avait un embouteillage. Carrefour T5, c'est ça? Non, le carrefour, en fait, l'intersection, là où le goudron va se limiter, pour remonter soit à la T5, descendre vers Kobaya ou continuer vers Wanidera. Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, je comprends bien, je connais bien l'endroit. Et juste avant la mosquée, parce qu'il y a une mosquée juste à côté. Donc avant la mosquée, nous sommes arrivés là-bas, il y avait un embouteillage fou. Il se trouve que les gens qui quittaient vers la T5 ralliaient cette route également. Il y avait nous qui partions vers Symphonia ou autre. Et tout de suite, j'ai aperçu un groupe de jeunes, voilà, une dizaine, disons, de motos qui sont arrivés. Donc déjà, on a cru que c'était des gens qui voulaient continuer vers la cité ou descendre aussi, quoi. Partir parce que de l'autre côté, ça ne marchait pas et tout. Et tout de suite, j'étais dans ma voiture et j'ai vu quelque chose qui m'a tiqué.
Les motards, ils étaient deux par moto. Bien habillés, tu les vois. Franchement, rien ne te dit que ce sont des malfrats. Rien, absolument rien. Ils n'ont pas des visages, genre, tu les vois tout de suite, tu te dis peut-être c'est des drogués ou autre, rien, bien soignés. Des jeunes très bons, bien habillés, sincèrement. Et la chose qui m'a tiqué, c'est quand j'ai vu, ils sont deux par moto, et tout de suite, la personne qui conduit descend, et c'est lui qui est derrière, qui l'a supporté, prend le relais, sans même descendre de la moto. Ça m'a tout de suite tiqué. Donc, je me suis dit, tiens, je vais tout de suite, j'ai eu le réflexe de condamner les portières de mon véhicule, pardon. Alors, j'ai condamné, et même pas 2 minutes, je les vois comme s'ils sont en train d'essayer de réguler la circulation. Tout ça peut-être pour pouvoir faire leur sale besogne et tout. Et 2 minutes après, il y avait un taxi juste devant moi. Ils ont dérobé le téléphone d'un passager. Je me suis dit, tiens, ça devient sérieux. J'ai eu peur. J'avais la peur au ventre. Je commençais à trembler et tout. Donc, j'avais mon sac côté passager. Je l'ai pris, je l'ai jeté par terre. Et j'ai vérifié si tout était bien condamné, si les vitres étaient bien plombées et tout. Donc, je suis restée assise parce qu'il y avait un embouteillage. Et il y avait je pense, un pick-up devant, une RAV4 juste devant ce taxi. Ils ont essayé d'ouvrir la portière arrière, qui n'était pas, malheureusement, cette personne n'a pas condamné. Ils ont ouvert, ils ont commencé à faire sortir des choses. Donc, ils ont commencé à dépouiller les gens. Et donc, c'était la panique totale, il y avait la terreur et tout. Les gens commençaient à tourner et tout. Moi, je me suis dit, voilà, ils ont attaqué les deux véhicules qui se trouvent devant moi. Sûrement, la prochaine personne sera moi. Et là, ils vont regarder, ils vont dire que c'est une femme. Ils auront tout de suite le réflexe de venir saccager parce que j'avais plombé et tout. Je ne faisais que voir le film dans ma tête avec les machettes. Ils avaient des machettes et tout ça. Et donc, ils étaient libres en fait. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il y avait des gars qui avaient des machettes juste pour faire peur aux gens peut-être, pour ne pas poursuivre des gens qui dérobaient des téléphones et tout. Alors, dans ma tête, je me suis dit, 2 choses l'une. C'est soit je reste là à avoir peur, sans bouger, ils vont venir saccager mon véhicule et prendre tout ce qu'ils veulent et peut-être me faire du mal, ou que je prenne mon cœur à main et que j'essaye de continuer. Donc, j'ai opté pour la seconde option. Donc, je me suis dit, puisqu'ils sont concentrés sur les 2 véhicules qui sont devant, j'ai fait un petit marche arrière parce que les gens de derrière tournaient, les véhicules tournaient. Donc, il n'y avait pas possibilité de tourner. Et juste devant, si vous connaissez cette route, il y a une petite usine d'eau, c'est écrit Olaliabe. Il y avait une petite ronde, c'était à 20 mètres de moi. Donc, je me suis dit, je vais aller prendre cette petite ruelle. Soit que si la petite ruelle mène à une autre route, je vais sortir ou carrément, je vais continuer. Une fois que je verrai une concession, je vais me garer et rentrer dans la concession. Et donc, j'ai pris mon courage à 2 mains, j'ai emprunté cette petite route qui était très dégradée, mais heureusement pour moi, elle menait à une autre route. Et j'ai pu m'échapper par cette petite ruelle-là. Et franchement, je ne sais pas combien de personnes ont été dérobées hier. Des jeunes que tu peux rencontrer tous les jours dans le quartier. Des jeunes que tu ne peux pas imaginer. Alors, ça s'est passé à quelle heure, Mariam? Est-ce que vous reconnaissez ces visages que vous aviez pu voir hier? Est-ce que vous les connaissez dans le quartier? Puisque je n'habite pas dans ce quartier, je ne peux pas les reconnaître. Franchement, mais c'est des jeunes, tu les vois, tu ne te dis pas que ce sont des bandits. Ce n'étaient pas des manifestants alors? Vous dites? Ce n'étaient pas des manifestants alors? Ah, peut-être, sincèrement, c'est les gars du quartier. Hein. Peut-être qu'ils ont créé, moi je me suis dit, c'est des gens qui ont sûrement créé la panique sur l'autoroute, sur la route Le Prince, parce qu'ils savent que les gens vont emprunter la déviation. Donc ils vont créer une panique là-bas pour venir par là pour récupérer les biens des autres. Créer une diversion. Voilà, créer une diversion. Vous dites une dizaine de jeunes, hein? Oui, sur des motos. Très bien. Non, Deux par moto. Ça s'est passé aux environs de 18h10 comme ça. 18h10. Donc, jusqu'à ce que vous trouviez quand même cette issue, est-ce que vous avez vu l'intervention des forces, soit de sécurité ou de défense, qui sont quand même postées à quelques mètres? Parce que dans une des stations de la T5, il y a quand même des forces de défense qui sont postées de ce côté. Ou jusqu'à ce que vous avez quitté les lieux, vous vous êtes trouvé une issue, vous n'avez pas vu ni la police ni la gendarmerie, encore moins l'armée. Non, je n'ai rien vu en ce moment. Mais avant, je pense 20 minutes avant,
10 minutes avant, j'ai vu des pick-up qui passaient. Et instinctivement, je me suis dit peut-être qu'ils vont aller pour vérifier les lieux sur la C5 là-bas. Et les pick-up là sont passés avant la scène. Et après, pendant la scène, rien d'autre. Et je ne sais pas comment j'ai bougé parce que c'est la panique totale. Chacun cherchait à fuir et tout. Et je ne sais pas après s'ils sont venus, mais en tout cas, pendant ce petit moment-là, je n'ai vraiment pas vu d'agent. Alors, puisque vous n'êtes pas loin de là-bas, Symphonia n'est pas loin de là-bas, est-ce qu'après que voilà, vous n'êtes plus dans cette panique que vous venez de décrire tout à l'heure, est-ce que vous avez pris quand même le courage d'aller vers les services de sécurité qui sont à côté pour attirer leur attention en tant que citoyen? Bon, pratiquement non, parce que franchement, j'avais la boule au ventre. Je tremblais. C'était une première d'assister à une scène pareille. Parce que moi, les manifestations, quand il y a manifestation, moi, je reste à l'abri ou je ne sais pas trop. Mais c'était une première, ce qui fait que j'avais une frayeur mon cœur battait à 100 à l'heure, donc... il fallait rentrer d'abord à la maison. Oui, il fallait. Je suis rentrée à la maison avec une panique totale. Je vous dis, je n'ai pas dormi de toute la nuit. Parce que c'était une première de voir des jeunes avec des machettes en pleine journée. On dirait un braquage. Des trucs pareils, je n'avais jamais vu System Tech dans des films, sincèrement. Et je me dis qu'on ne peut pas être dans son pays et vivre de telles situations en pleine journée en plus. Surtout qu'on n'est pas en période de trouble. On n'est pas en période de trouble. Et cette partie-là est vraiment réputée pour cela. D'un moment à l'autre, il y a des manifestations dont on ne connaît même pas l'origine. Tu vas demander aux gars pourquoi ils manifestent. Ils ne peuvent même pas te dire pourquoi. Je me dis que c'est quand ils galèrent ou il y a quelque chose qu'ils sortent dans la rue pour troubler. Bien, c'est vraiment déplorable. Courage, et soyez très très prudente prochainement, Mariamba. Restez sur la grande voie, évitez les déviations. Peut-être que cela peut être une leçon pour nous tous. En tout cas, merci et bon courage à vous. Merci pour ce témoignage glaçant. Merci à tous. Merci et bon courage. On a écouté Mariamba. On n'aura pas le temps quand même de commenter. On va aller en pub et revenir maintenant sur ce sujet. Vous avez suivi avec nos auditeurs et téléspectateurs ce témoignage glaçant. Nous allons revenir sur ce sujet tout à l'heure, mais avant, la pub avec nos partenaires. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Et bonsoir, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Une qualification pour la Coupe du Monde en 2026 vient rapidement au mois de mars. Ça va nous permettre, si ils arrivent à achever le stade du 28 septembre. Mais ça lui permettrait de se frotter à des très grands joueurs, l'un des meilleurs au monde.
Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Pour commencer, en Guinée, près de 1000 personnes se donnent la mort par an liées à la santé mentale. Les causes de cette maladie sont liées à beaucoup de facteurs dans la vie de l'homme et peuvent avoir des conséquences fâcheuses pour ceux qui en souffrent. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international. Merci de nous pratiquer si c'est maintenant. Vous nous rejoignez dans la deuxième et dernière partie de votre émission, le scanner qui vous parvient du lundi au vendredi. Quand il est 9h jusqu'à 10h30, nous vous aidons à comprendre l'actualité dans cette dernière partie. Nous revenons sur cette manifestation spontanée à Ouanindar avec ce témoignage glaçant de Mariamba, notre consoeur Mariamba, qui est aussi journaliste également. Oui, nous avons suivi Mariamba qui a fait une description assez surréaliste, ouais. Mais ça se passe sur l'axe, c'est un fait, on ne peut pas ignorer ce qui se passe là. Il y a des jeunes gens qui ont qui se donnent le plaisir de créer des petits États dans un État, que c'est à des heures précises, ce sont eux-là qui règnent en maître absolu. Ils imposent leurs lois, ils font ce qu'ils veulent, ils s'attaquent aux gens aussi et au vu de leurs parents, ça se passe. Ce qui est très grave. Non, mais c'est encore plus grave. Extrêmement grave. Encore plus grave parce que c'est vrai que la politique a tout emporté dans notre pays. Il y a de ces questions qui ne sont pas liées forcément à la politique, mais qui sont des questions d'ordre social pour lesquelles aujourd'hui l'État est en train, de faillir. Parce que quand on est dans un État, il y a ce qu'on appelle la force légitime de l'État, qui est la gendarmerie, la police. Et quand on constate ces arts d'actes qui se passent, parce que ça se passe, moi je vous ai fait un témoignage ici, où un officier, en tout cas un commandant d'une BAC, je ne vais pas citer le numéro, d'une BAC ici, m'a dit ici, il y a de ces endroits où nous n'osons pas y aller. Ça, c'est les dépositaires de la force publique qui s'expriment comme ça. Donc, voilà la réalité des choses. Un État dans un État. Un État dans un État. Donc, non, voilà. Pas un État, des petits États dans notre État. C'est ce que j'ai dit, ça va au-delà de la consommation de la drogue, puisque c'est une des conséquences de cette délinquance aujourd'hui. Les gens se donnent à cœur joie de consommer la drogue comme bon leur semble, et finalement, qu'est-ce qui se passe aussi? C'est de se transformer en des criminels pour s'attaquer aux gens. Et quelquefois, on nous en vit avec, c'est ce que la dame a dit, c'est avec des machettes. Ils font semblant comme c'est qui régule la circulation. C'est le nouveau style, hein? C'est tout le danger. Voilà une conception. Une machette, c'est tout le danger. C'est le nouveau mode. Voilà une conception aujourd'hui, une conception. Et puis en pleine journée. Hein. Oui, très cynique. Il y a aujourd'hui encore, et ça aussi, je crois que c'est un nouveau modus operandi. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont sur des motos, qui peuvent venir comme ça, en vive allure, vous trouvez en train de manipuler votre téléphone, récupérer le téléphone. Vous avez un sac, récupérer le sac et partir avec. Et il y a d'autres même aussi qui se font. Ça aussi, ça se passe ici. Et ça, on peut comprendre. Parce que après tout, ça, c'est le grand banditisme ou c'est le banditisme. Mais là, une machette, bloquer la circulation, ça, c'est du terrorisme. C'est du terrorisme. Mais vous savez qu'il faisait avec à l'aide de motos. C'est ce que j'ai dit. Sur les motos. C'est du terrorisme. Oui. Oui, j'ai posé la question de savoir est-ce que les forces de défense ou de sécurité sont intervenues. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. À 100 mètres, il y a une gendarmerie. À 100 mètres, au niveau des rails entre T5 et T6, au niveau des rails, tu sais, il y a les rails que tu dépasses pour venir à la T5 avant le rond-point. Il y a une gendarmerie, je ne veux pas citer le nom, une gendarmerie mobile de ce côté où il y a des mobilos, il y a des pick-up. Tout à fait. Au niveau de la station, des deux stations de la T5, il y a précisément. Oui, il y a des postes armés, comment on les appelle, c'est passé les postes. En tout cas, il y a des checkpoints. Les checkpoints, ce sont des gens qui sont là, toujours des pick-up qui veillent à la sécurité. On est à 100 mètres là. Tout se passe à 100 mètres. L'autre est à 30 mètres, l'autre est à 100 mètres. Donc, environ, on est sur un périmètre où, quand même, on pouvait rapidement mettre fin à cela.
Mais c'est et je termine pour dire que ça se passe, et quelquefois, vous avez vu, j'avais bien fait poser la question, est-ce qu'elle avait alerté? Parce que quelquefois, vous pouvez alerter sur ces cas comme ça, ça n'indigne personne, aucun agent. Ils sont là, ils demandent du carburant. Or, le carburant est livré tous les jours pour les opérations comme ça, la patrouille comme ça. C'est d'alerte jaune. Les gens ne jouent pas le rôle. Aujourd'hui, si des jeunes se permettent de s'ériger en des maîtres absolus dans des quartiers où vous n'osez pas à partir de 20h circuler librement dans le quartier, eh bien, dites-vous que l'État a failli de sa responsabilité. Parce que là, il ne s'agit pas de manifestation. Ce sont des gens qui, lorsqu'ils ont besoin d'argent, ils créent ce genre d'incident. Elle a bien fait d'analyser comme ça. C'est-à-dire qu'elle a l'impression que, dans son témoignage, que ce sont des gens qui essaient de créer des incidents sur le grand taxe. Et puis, on revient, on attend les gens dans les carrefours comme ça, dans le quartier, puisque la circulation n'est pas fluide. Et la zone, là, elle est dangereuse. Justement. La déviation, elle est très dangereuse. On vient pour s'en prendre aux gens. Il faut que l'État puisse prendre toute sa responsabilité et éradiquer professionnellement, parce que c'est là, pédagogiquement, parce qu'il y a un processus quand même que les sociologues ont pu quand même énumérer, développer, c'est connu de tout le monde. Il faut essayer d'aller à travers ce processus-là pour pouvoir essayer encore une fois de sortir ces jeunes-là dans cette situation qu'elles vivent aujourd'hui. Nous nous rappelons, il y a de cela des ans où cette histoire de clan aussi avait éclaté dans des quartiers très connus de la capitale. Il faut qu'on ait 2 ans. Même cette année. Cette année, 2024. Le début. C'est-à-dire que les derniers événements, ça peut être dans cette année-là. Mais ça a commencé il y a de cela 2 ans, parce qu'il y a de cela plus de 15 ans, on n'en avait pas. Depuis les années 2005-2007, la résurgence. Ce qui était là, c'est une résurgence et il faut que l'État puisse prendre sa responsabilité. Ça se passe quand même sous un régime où nous avons la plupart des hommes de tenue qui sont à des postes de responsabilité, où il faut éradiquer carrément, parce que si on continue comme ça, vous ne voulez pas que je puisse prendre l'exemple sur le Haïti, mais si on n'y prend pas garde, des gangs vont s'ériger ici en des gouvernants tout complètement. Ça ne va pas se faire devant notre armée. Oui, Mohamed Leba, rapidement, 2 minutes. Moi, je dirais d'abord que c'est la démission notamment des parents dans l'éducation des enfants, parce que la plupart de ces jeunes-là appartiennent à des familles. Ça veut dire que c'est la démission totale de ces différentes familles-là dans l'éducation de leurs enfants. Et ce qui se passe sur l'axe, si on vous a expliqué que vous avez compris, c'est qu'on vous a mal expliqué. Récemment, j'ai que vous avez mal écouté. C'est que vous avez mal compris ou on vous a mal expliqué. C'est entre les deux. Soit on n'a pas trouvé des mots appropriés pour vous faire comprendre réellement ce qui se passe, ou franchement parce que c'est très difficile à comprendre. Sur l'axe aujourd'hui, il y a des quartiers où vous ne pouvez pas, c'est-à-dire marcher, circuler librement à partir de 18h. Je dis bien à partir de 18h. C'est-à-dire sur la grande route, il n'y a pas assez de problèmes. Et vous allez voir que ce sont des jeunes parfois, dès qu'ils galèrent comme ça seulement, ils suscitent des problèmes. Et parfois, c'était hier, avant-hier, ça tirait à balles réelles dans notre quartier. À balles réelles, en pleine journée. C'était entre midi et 15h. Ça tirait. Vous vous demandez, mais pourquoi? C'est parce que justement, il y avait des jeunes qui étaient en train de manifester en dimanche. Pourtant, il y avait le courant. Parce qu'on peut se dire que maintenant, là, parce qu'il n'y a plus que... Il n'y a presque pas de revendications. Il n'y a presque plus de revendications. Vous allez vous dire que si la seule revendication maintenant qui pourrait être vue comme étant légitime, c'est une rupture d'électricité. Mais j'ai regardé, il y avait de l'électricité. Je me suis interrogé, c'était pourquoi? Tout simplement parce qu'il y avait des jeunes qui en avaient marre, c'est-à-dire de la tranquillité dans laquelle ils vivent. Ils se disent non, il faut qu'on essaye de troubler l'ordre public. Et puis voilà, ça peut nous être profitable, ça peut nous être rentable. Et finalement, c'est comme ça, c'est leur modus operandi. Après tout cela, ils descendent dans la rue. Là, on bloque le passage sur la grande voie. Et finalement, les gens sont obligés de prendre, c'est-à-dire les petites ruelles de quartier. Et c'est là, automatiquement, ils mettent, disons, leur opération à exécution. Et s'en prennent aux gens, aux paisibles citoyens. On ne regarde pas l'identité, on ne regarde pas l'ethnie, comme peut-être beaucoup peuvent s'y attendre.
on regarde le bien que vous possédez et finalement on fait tout possible, même si parfois mort peut s'en suivre, pour vous retirer ce bien-là. Et je crois que c'est vraiment surréaliste ce qui se passe. Et il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités par rapport à cela, parce qu'on ne peut pas, c'est-à-dire ne pas interpeller le gouvernement face à cette situation-là. Et je crois encore une fois, le ministère de la Sécurité, le ministre Bachir Diallo, ils savent ce qui se passe. Et ils vont certainement prendre les dispositions. Pour l'heure, c'est que les dispositions, c'est difficile parce que nous allons parler... Oui, ils vont prendre des dispositions. Tu ne peux pas travailler à leur place. On l'alerte, ils prennent des dispositions. Vous ne comprenez pas. C'est qu'au-delà du ministre aujourd'hui, il y a des gens qui sont sur le terrain. Il a rappelé un point très important. Ce qui se passe, vous allez voir la plupart des attaques... Quels sont ces gens qui sont sur le terrain? Des agents. Je parle des agents. La plupart des attaques qui se passent, vous allez voir, c'est à proximité des postes d'appui. C'est à proximité des gendarmeries. Donc ça veut dire que c'est au-delà de ces décisions là-haut, c'est qu'il y a des agents qu'il faut aujourd'hui notamment éduquer sur leur propre rôle à jouer ou sensibiliser à ces cas. Sensibiliser, c'est mieux par rapport à leurs différents rôles. En tout cas, sensibiliser également les citoyens par rapport à ces actes ignobles, répréhensibles, ces actes qui sont quand même jugés et condamnés par nos textes de loi en vigueur. Prenez garde, faites attention. En tout cas, la rue et la Guinée, ce n'est pas, comment je peux dire ça, la jungle. Hein. Nous sommes dans un État, donc respectons les lois de la République. On parle de cet autre sujet. On prend la direction de la Côte d'Ivoire. C'est désormais officiel. Le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a annoncé sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une déclaration faite ce mardi lors d'une adresse solennelle à la nation. Ma question, pourquoi ce choix maintenant? Que retenir de son discours et surtout, comment les Ivoiriens accueillent-ils cette annonce? Notre invité est déjà en ligne, Ibrahim Youssouf Diarra. Il est observateur de la scène politique ivoirienne. Bonjour Diarra, bienvenue une nouvelle fois encore sur Kavi Média. Bonjour M. Camara, bonjour à tous vos invités. Merci d'accepter notre invitation. On parle de cette sortie et qui était très très attendue d'Alassane Dramane Ouattara. On en parlait il y a quelques jours dans cette émission Le Scanner. Alassane Ouattara qui met fin, le président Ouattara qui met fin au suspense. Il va se qualifier, il a donné des raisons, mais comment cette annonce est accueillie par les citoyens, vous qui vivez du côté de la Côte d'Ivoire? Merci M. Camara. Effectivement, ce n'était pas surprenant l'annonce du président, l'annonce de sa candidature. C'est la date qui a un peu changé puisque il était attendu le 6, c'est-à-dire le 6 août, mais il l'a fait hier. Cette annonce a été attendue, a été vraiment perçue, en tout cas par les populations, a été bien perçue, excusez-moi, par les populations. Pour preuve, elles sont sorties nombreuses, en tout cas, dans certaines contrées, dans la plupart des contrées, en tout cas, et des grandes villes de la Côte d'Ivoire pour manifester leur joie, pour manifester en faveur du président. Donc, elle est bien perçue par la plupart des populations. Évidemment, l'opposition ivoirienne fait de l'opposition, elle a manifesté, n'est-ce pas, son mécontentement. L'opposition a manifesté son mécontentement, mais il faut placer aussi cette sortie dans un autre contexte. On a quand même suivi Tidjane Thiam, cette sortie, cette émission en tout cas animée par notre frère Alain Foucault, où Tidjane Thiam quand même a fait de grosses révélations. Il dit avoir rencontré le président Ouattara qui avait quand même promis de ne pas se présenter aux prochaines échéances électorales, ce qui lui aurait poussé à se présenter, lui, Tidjane Thiam, aujourd'hui hors des frontières. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est stratégique? Le président Ouattara n'a pas voulu que cette sortie de Thiam pèse sur sa candidature. Est-ce qu'on peut le dire? Non, parce que le président Ouattara nous a habitués à maîtriser son chronogramme, à être maître de son temps. Il faut dire que c'est le véritable patron de la scène politique en Côte d'Ivoire. Il nous a habitués à cela. Il nous a habitués à cela, à se prononcer quand il le veut lui-même. Et donc, ce qui pourrait amener le président à se prononcer maintenant, il l'avait dit il y a quelques jours, il avait dit qu'il se prononcerait les jours à venir lors de la clôture du congrès au stade de Bimpe
Et je pense que c'est ce qu'il a fait. On l'attendait peut-être un peu plus tardivement, le 6 août, mais il l'a fait un peu plus tôt. Avec la sortie de Thiam, bon, on peut dire que c'est une coïncidence. Mais il faut dire que l'actualité aussi va très vite ces temps-ci. Mais je pense que le président Ouattara est le maître de son chronogramme, il est le maître de son temps. Vous avez dit, oui, allez-y. Je ne veux pas être gourmand ce matin. Par rapport, disons, à cette sortie, il faut quand même dire que dans cette allocution télévisée, et notamment aussi relayée sur les réseaux sociaux, et aujourd'hui, cette, disons, déclaration de candidature d'Alassane Ouattara coïncide quand même à un moment où les réactions quand même ne sont surtout pas quand même en sa faveur du côté de l'opposition. De l'autre côté, dans son allocution, il a quand même invoqué notamment des raisons, notamment des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, notamment des menaces, disons, terroristes et incertitudes internationales, nécessitant son expertise. Est-ce que vous trouvez que ces raisons sont suffisantes pour une 4e candidature d'Alassane Ouattara? Consécutive en plus. Oui, et puis, ces raisons peuvent s'entendre parce que quand aussi on regarde sur l'espace politique ivoirien, très peu de personnes peuvent gérer, en tout cas, disons, peuvent avoir l'expérience que le président Alassane Ouattara a. C'est clair. Du niveau de l'opposition, personne n'a un programme clair, bien détaillé à présenter aux Ivoiriens. Ça se voit. Ils sont toujours dans la... Mais Diarra, vous ne pouvez pas confirmer ni infirmer cela. Hein? Il n'y a pas une confrontation entre les programmes pour que vous en déduisez pour dire que seul Ouattara ou le RHDP a un programme qui peut justement faire bouger les lignes en Côte d'Ivoire. Je ne comprends pas. Oui, mais jusque-là, l'opposition ne présente rien de concret. L'opposition ne présente rien de concret en termes de programme. Mais est-ce qu'on lui permet? On le lui permet. Parce qu'il faut permettre à l'opposition de s'exprimer. Est-ce que l'opposition aujourd'hui, disons, dans une acception ou une autre acception assez large, ne se retrouve pas face à un iceberg? On lui permet. Il faut aussi dire ce qui est en réalité. L'opposition est dans une position belliqueuse. L'opposition est dans une position belliqueuse. Elle n'a pas, n'est-ce pas, le CAPSI qui récemment a entrepris des démarches, n'est-ce pas, avec un dialogue avec le parti au pouvoir, le RHDP. L'opposition est dans une position belliqueuse. On n'entrevoit rien, il n'y a rien dessus, on ne voit rien à l'horizon en termes de programme clair pour pouvoir, n'est-ce pas, permettre aux Ivoiriens d'être dans l'embarras du choix ou même d'avoir, n'est-ce pas, une certaine critique sur le programme, n'est-ce pas, du RHDP ou sur les décisions prises par Alassane Ouattara. Cela devrait découler de l'inclusion, Diarra. S'il y avait une inclusion dans le cadre de ce processus qui est en cours, vous auriez dû certainement entendre plusieurs. Nous avons entendu Tidjane Thiam, et Abdallah a bien fait de rappeler cette sortie-là, où il a dit carrément qu'il n'a pas le même parcours qu'Ouattara, et que lui, il était dans le privé, il a prouvé de quoi il était capable, et Ouattara était un fonctionnaire international. Donc, ce n'est pas le même niveau, et que voilà, lui, il gérait plusieurs milliards de dollars, et que voilà, l'autre là était un simple fonctionnaire. Et c'est vérifiable aujourd'hui. Non, mais Tidjane Thiam lui-même, Tidjane Thiam a fait une mauvaise communication. En tant qu'homme politique... Non, vous êtes d'accord sur son parcours quand même? Vous êtes d'accord avec sur son parcours quand même? Non, sur son parcours, Tidjane Thiam, Tidjane Thiam, c'est quelqu'un de brillant. Tidjane Thiam, il est brillant, il a été pratiquement premier dans tout ce qu'il a fait. Mais je pense que la scène politique, c'est tout autre chose. Il y a d'autres choses à prendre en considération. Il y a beaucoup de paramètres dont il faut tenir compte. Je pense que Tidjane Thiam est novice, on l'avait déjà dit, sur la scène politique ivoirienne. Pour quelqu'un qui a fait 20 ans hors du pays, il ne maîtrise pas vraiment les Ivoiriens. Il a un parcours brillant, c'est incontestable. C'est le neveu d'Oufoué Boigny. Il a dirigé de grosses boîtes. Il a dirigé Crédit Suisse. Bon, avec des polémiques. Maintenant, Diarra, Diarra, vous rappelez tantôt que dans certaines villes, on a quand même assisté aux manifestations de soutien à cette candidature dès son annonce. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces villes, ces contrées qui ont quand même manifesté leur opposition? Non, pas opposition, leur joie. Pas leur opposition, leur joie. Nous avons Daloa. Nous avons Daloa. Nous avons ici même à Abidjan, où certains sont partis
à l'annonce de la candidature, certains sont allés devant la résidence du président de la République. Nous avons la plupart des grandes villes de l'intérieur, en tout cas, où, n'est-ce pas, il y a Yopougon aussi. Yopougon, il faut le dire, Yopougon anciennement, de Laurent Gbagbo. Il y a ces endroits-là où les populations sont sorties massivement. Massivement. Donc, oui, dernière question. Dernière question. Diarra, aujourd'hui, objectivement, à 83 ans, est-ce que la santé d'Alassane Ouattara lui permet encore de tenir pendant de nombreuses années? Bon, il l'a dit lui-même dans son discours. Il a dit qu'il était en bonne santé et que ça faisait, n'est-ce pas, aussi partie des raisons qui l'ont poussé à être candidat. Diarra, le vendeur ne va jamais dire que son produit est périmé, hein? Oui, c'est clair, mais nous sommes en Afrique. Il est vrai que la plupart des présidents ne présentent pas leur bilan de santé. Ça, c'est clair. Ailleurs, ça se fait. Ici, ça ne se fait pas. Mais au vu de ce qu'on constate sur l'espace politique, sur la scène politique ivoirienne, je pense que, à part les candidats, n'est-ce pas, qui ont été, n'est-ce pas, mis hors course, je pense que Ouattara présente bien plus de signes positifs en termes de santé que d'autres candidats. Je veux parler, par exemple, de Laurent Gbagbo qui peine à se déplacer. Bien. C'est vrai que l'âge presque similaire, hein? Un problème. Ils sont tous lourds là. On voit tous les images. Ce sont des jumeaux. Oui, on voit tous les images. Bien. Oui. Je pense que jusque là, Ouattara, en tout cas, tout l'entourage, ils ne vont pas dire le contraire, c'est clair. Il nous est difficile aussi de prouver qu'il a des soucis de santé, mais je pense que pour ce qu'on voit, et il l'a dit dans son discours, il est en bonne santé. Et nous espérons que son expérience puisse bénéficier aux autres, aux membres de son parti, de sorte à ce qu'on puisse avoir véritablement une réelle transmission générationnelle, comme il l'a dit dans son discours. Est-ce qu'on ne craint pas aujourd'hui, c'est-à-dire une ressemblance entre la Côte d'Ivoire en termes de gestion, notamment au niveau de l'exécutif, avec le Cameroun? Est-ce que la Côte d'Ivoire n'est-elle pas aujourd'hui sur les pas du Cameroun? C'est-à-dire, je parle de la présidence. Avec ce 4e mandat, bien sûr, si c'est obtenu par Alassane Ouattara. Bon, je pense que sans rentrer dans des comparaisons, la Côte d'Ivoire et le Cameroun, il y a une nette différence au niveau de la population. Ici, en Côte d'Ivoire, il sera vraiment difficile, à moins qu'on ait vraiment les faveurs, la population, en tout cas le peuple, le plus grand nombre d'électeurs avec nous, il sera difficile pour un président de se maintenir de force, parce que on voit qu'il y a une réelle prise de conscience au niveau des populations. La parole est de plus en plus libéralisée. Je pense que on ne peut pas exclure cela, on peut craindre cela, mais je pense qu'il y a très peu de chances que cela puisse arriver à l'avenir. Alors, comment l'opposition a-t-elle réagi par rapport à cette annonce du président Ouattara? On a lu quelques communiqués, notamment du GPS de Guillaume Soro. Dites-nous de manière générale quelle a été, disons, la réaction de l'opposition dans son entièreté. Dans son entièreté, bon, au niveau du PPACI, si vous me permettez, on voit que le discours a évolué. Un Laurent Gbagbo qui disait que nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. Aujourd'hui, on a son vice-président qui dit que on fera tout pour ne pas qu'il y ait de 4e mandat. En ce qui concerne le GPS, on nous dit que le GPS qui disait qu'Alassane Ouattara ne peut même pas annoncer qu'il sera candidat, aujourd'hui, en appelle à la responsabilité historique du peuple. Donc je pense que les discours évoluent. Afin Guessan, qui, n'est-ce pas, était désolé de ce 4e mandat, mais disait qu'il était prêt et qu'une opposition unie, n'est-ce pas, pourra, n'est-ce pas, empêcher Ouattara de faire ce 4e mandat. Bien. Ce qui est compris, Ibrahim Youssouf Diarra, il est observateur de la vie politique ivoirienne. Merci de vous prêter à nos questions.
C'est moi qui vous remercie. Merci. Merci. On va, avant de fermer cette émission, on va écouter Ouattara. C'est très, très important. Il y a Diallo, j'y tiens. On va écouter un extrait de ce discours, de cette adresse à la nation du président Ouattara. On reviendra en 1 minute chacun. On va essayer de décrypter rapidement. On y va avec cet extrait du président Alassane Ouattara. Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Oui, je suis candidat parce que la constitution de notre pays m'autorise à faire un autre mandat et ma santé le permet. Je suis candidat parce que notre pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et monétaires sans précédent, dont la gestion exige de l'expérience. En effet, la menace terroriste grandit dans la sous-région et les incertitudes économiques au niveau international constituent un risque pour notre pays. C'est une réalité que personne ne peut nier. C'est une réalité que je ne peux ignorer. Je suis candidat parce que je veux que notre chère Côte d'Ivoire continue de demeurer un pays prospère, en paix et en sécurité. Mes chers compatriotes, ce nouveau mandat sera celui de la transmission générationnelle avec l'équipe que je mettrai en place. Nous pourrons consolider les acquis et nous continuerons à améliorer le quotidien de nos compatriotes, notamment les plus vulnérables. Ce qui est bien compris, il est en bonne santé, il va conduire les destinées de la Côte d'Ivoire, il va transmettre le pouvoir à une autre génération, Yaya Diallo. Je pense que beaucoup de questions ont été c'est ce que vous avez compris. C'est ce que j'ai entendu. Je commence par la dernière partie de son allocution où il dit que ce sont les exigences sécuritaires, économiques qui l'ont poussé, parce que c'est le premier à Libye, à être candidat, mais aussi les enjeux économiques aujourd'hui qui menacent le monde entier. Ça, ce sont les premiers arguments que le président a avancés. Ensuite, c'est de permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer ce qu'on appelle un autre niveau de développement. Ensuite, c'est de transmettre le pouvoir à une nouvelle génération. Est-ce au président Ouattara de transmettre le pouvoir ou au peuple ivoirien de choisir quelqu'un? Je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Mais aujourd'hui, tout semble indiquer que c'est quelqu'un déjà qui se voit, disons, élu à un 4e mandat. Et nous nous rappelons les premiers arguments, puisque c'était quand même un cas de force majeure qui avait sous-tendu son 3e mandat. Et là, il y avait Amadou Gon Coulibaly qui a été choisi. Finalement, mort, ça n'est suivi. Je crois que ça prête à tous les débats aujourd'hui autour ou les circonstances de son décès. Pour un cas de force majeure, on en a fait et nous connaissons de ces 2 poids 2 mesures qui avaient caractérisé la position de la France. En Guinée, on dénonce un 3e mandat. Et en Côte d'Ivoire, on dit que c'est un cas de force majeure. Le Premier ministre qui a été choisi à cet effet est décédé. Donc, c'est compréhensible que M. Ouattara puisse faire un 3e mandat. Finalement, on a dû changer la Constitution pour que le 4e mandat soit aussi effectif. Eh bien, on est dedans. Cela n'a surpris personne. On l'a dit ici durant toute cette année-là. Tout est mis en place pour que ça soit ainsi. Mais c'était un schéma qu'on suivait. Et bien, finalement, c'est officiel. On verra bien ce que tout cela va donner après. C'est ce que tout cela va donner. Je le rappelle tantôt, j'aime le rappeler. En politique, on ne ment pas, mais on ne dit pas toute la vérité. Et en politique, c'est les intérêts. Il faut le dire, c'était attendu. Et finalement, je crois que c'est sorti des tuyaux. Alassane Ouattara qui dit encore que sa santé lui permet de tenir. Sauf que l'apparence que nous voyons à la télévision... L'apparence peut être trompeuse. Oui, mais ça en dit le contraire. Et nous le savons. Et Diarra que nous avons eu, c'est vrai qu'il n'a pas voulu aller en profondeur par rapport à ces différentes questions-là, mais il faut quand même se dire que c'est bien parti. À entendre même Alassane Ouattara, c'est une formalité pour qu'il soit réélu pour une 4e fois à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est juste une formalité, notamment remplir quelques paperasses et puis c'est fini. Il est
encore président pour une 4e fois, pour une 4e mandature, un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Et par rapport à cette question notamment liée à la transmission générationnelle, je ne crois pas. C'est pourquoi j'ai dit que c'est ce que vous avez entendu. Peut-être que c'est ce qu'il croit comprendre ou d'autres Ivoiriens croient comprendre. Il dira encore à la fin de ce 4e mandat que sa santé lui permet, s'il est là, de s'octroyer, disons, un autre mandat de plus. Ce qui est compris, donc attendons de voir l'évolution de l'actualité de ce côté, du côté de la Côte d'Ivoire. Nous, on va fermer portes et fenêtres de cette émission. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci aux équipes techniques, à la régie, à la réalisation. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité. D'ici là, retenez le programme à partir du 4 où nous allons prendre une petite pause de 2 semaines et nous reviendrons le 18 août. Mettez ça dans vos agendas. Mais d'ici là, restez en compagnie des programmes du seul et unique média de développement en République de Guinée. Au revoir.